Les entreprises en font-elles assez pour le climat? C'est la question que l'on pourrait se poser après les parutions de nombreux rapports qui mettent en lumière les difficultés des entreprises à atteindre des objectifs de neutralité carbone. Bonjour Virginie Vauquier. Bonjour Julien. Directrice générale de Carbone 4 Finance. Merci d'être avec nous. D'ailleurs, est-ce qu'on peut rappeler rapidement en un mot l'activité, le cœur d'activité de Carbone 4 Finance? Alors oui, Carbone 4 Finance est un fournisseur de données climatiques, à la fois sur les risques de transition, risques physiques et de biodiversité, à destination des institutions financières, donc essentiellement les gestionnaires d'actifs, les fonds Oui. et les banques. Alors, on va parler avec vous de notation extra-financière des entreprises, de la transformation aussi de leur modèle. Mais d'abord, c'était il y a quelques jours à Paris, le Climate Date Finance, 8e édition d'un grand rassemblement qui est destiné à bien sûr évoquer ces sujets et surtout proposer des actions concrètes. Vous y participiez. Question alors volontairement un peu provocatrice, mais est-ce que ça sert encore à quelque chose ce type de rendez-vous ? Alors oui, ça sert déjà à mobiliser les acteurs de la place financière. L'objectif, je le rappelle, c'est de partager les bonnes pratiques et aussi définir des actions concrètes. Alors pour un petit peu moduler cette affirmation, on peut revenir sur la déclaration et le message de Bruno Le Maire à cette occasion jeudi dernier. En fait, il a totalement réitéré le discours de l'année précédente en disant que les efforts n'étaient pas suffisants et qu'il fallait aller plus vite, plus fort, être plus transparent pour atteindre les objectifs très ambitieux de neutralité carbone et surtout de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Oui, parce que alors, le ministre là, effectivement, le dit, mais le rapport aussi d'ailleurs de l'organisation du Climate Day le dit, hein, les entreprises françaises ne sont pas franchement du tout en conformité avec l'objectif de l'accord de Paris qui est signé en 2015. Est-ce que vous, chez Carbone 4 Finance, et vous particulièrement, vous êtes d'accord aussi avec ça ? Alors, en conformité, en général, l'objectif est à horizon 2030 ou Oui, 2050, et c'est aussi on n'est un pas sur la frein, en bonne pente fait. en tout cas. Voilà. Voilà. Et ce qui compte, c'est la trajectoire, Hum, c'est-à-dire hum, hum. pour atteindre cet objectif de neutralité, quelles sont les actions qui vont être mises en place. Et c'est vrai qu'on a vu des efforts de définition d'objectifs, de transparence sur certaines activités, mais il y a encore beaucoup à faire. Là, il y a le rapport de l'AMF et de la CPR est sorti aussi la semaine dernière, juste avant le Climate Finance Day, pour exhorter les institutions financières à être beaucoup plus complètes aussi dans l'image et la transparence qu'elles donnent sur leurs activités, c'est-à-dire qu'elles se concentrent surtout sur les activités bas carbone qu'elles financent, mais également sur l'intégralité de leur bilan. Et rendre aussi compte de manière plus robuste en fait, de toutes leurs expositions aux énergies fossiles. C'est- Euh, Allez-y, je vous en prie, continuez. non, 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 non. Mais effectivement, je pense que l'idée aussi, c'est de pouvoir piloter ces trajectoires et de pouvoir les mesurer de manière aussi fiable et robuste. Et alors justement, c'est quoi la photographie, j'allais dire, à l'instant T, finalement? Alors sans forcément donner des noms, mais est-ce qu'il y a, on imagine, des bons et des mauvais élèves aujourd'hui? C'est quoi la situation des entreprises hexagonales dans la prise de conscience et dans le développement, dans le déploiement d'actions en ce sens-là? Alors, elles sont toutes évidemment mobilisées sur le sujet. Elles participent toutes à une alliance internationale qui est l'Alliance Net Zéro pour le secteur des banques. Elles ont défini des objectifs, mais là où elles n'ont pas forcément le même degré d'avancement, c'est sur la mise en place et la déclinaison de ces objectifs à des niveaux plus opérationnels. Il y a encore des sujets de mesure de risque, notamment sur des entreprises non cotées, qui aujourd'hui ne publient pas beaucoup d'informations en la matière. Demain, grâce à la réglementation CSRD, on aura accès à des informations plus détaillées de ces entreprises, mais l'horizon de temps est assez lointain puisqu'on parle d'obligations de publication entre 2024 et Oui. 2026. Et puis parce qu'il y a un enjeu clé, l'enjeu clé pour l'instant c'est celui de la mesure et tout le monde finalement n'a pas pris, sans mauvais jeu de mots, la mesure de devoir finalement accélérer sur ce sujet de la quantification. Voilà, exactement. C'est-à-dire que certains secteurs ont été évidemment priorisés, le secteur de l'énergie Oui. notamment, des transports, enfin, les secteurs auxquels on pense instinctivement. Mais il y a d'autres secteurs comme les télécommunications, les GAFA, qui sont aussi un secteur qui est très émissif. Le secteur aujourd'hui émet 4% des émissions globales des gaz à effet de serre, autant que l'aéronautique. Oui. Et donc, il faut vraiment élargir cette couverture à l'ensemble des secteurs, de manière à pouvoir donner une vision très transparente en fait, de l'activité
complète des banques. Bon, et d'ailleurs, alors c'est EcoAct qui nous dit ça il y a quelques jours, on a quand même quelques champions, on va dire, sur ces sujets-là, hein, Sanofi, L'Oréal, Schneider, Kering, qui font partie des bons élèves. Ça reste des très grandes entreprises, parce qu'elles ont peut-être aussi des sujets de moyens à mobiliser. Est-ce qu'aujourd'hui, ça coûte cher pour une entreprise, peut-être de taille plus modeste, bien évidemment, de s'engager dans ce type de démarche? Est-ce qu'il n'y a quand même pas aussi, malgré, au-delà de la volonté, aussi un sujet purement financier? Oui, on est d'accord. Il y a un sujet d'investissement de la part de l'entreprise. En même temps, il y va de la survie de l'entreprise dans un horizon de temps, certes, non immédiat, mais certain. Et on constate que toutes les entreprises n'ont pas mis les mêmes moyens en œuvre, indépendamment de la taille des entreprises, pour justement repenser leur business model et s'assurer d'aller vers des activités plus résilientes dans un environnement bas carbone. Et est-ce que justement la contraction de l'activité annoncée, l'inflation, est-ce que ça va être aussi finalement de nature un peu à ralentir ces démarches? Certains qu'en termes d'arbitrage d'investissement, effectivement, ça peut être un frein, mais néanmoins, une stratégie d'entreprise doit être à un horizon de temps plus long terme. Donc, on peut espérer que, étant donné les enjeux et la meilleure compréhension aussi de ces sujets par l'ensemble de la communauté financière, les banques ont aussi un rôle à jouer de conseil auprès de leurs clients pour les inciter à aller justement vers des activités moins émettrices afin d'assurer, on parle de souveraineté de l'énergie, il y a beaucoup de sujets qu'on entend en ce moment, mais en fait, tous ces sujets vont dans le même sens, c'est assurer une indépendance par rapport effectivement à une énergie qui va être plus rare, plus chère. Voilà. Et justement, alors les banques, on va en dire un mot, parce que alors, le rapport du Climate and Finance, comme beaucoup de rapports qui sont sortis et qui ont été publiés assez récemment, est assez intéressant parce qu'il nous dit, et là je les cite, en dépit d'une vague d'adhésion à l'objectif de neutralité carbone, les banques, les assureurs gestionnaires et les propriétaires d'actifs peinent encore à prendre des engagements concrets sur la sortie des énergies fossiles. Partout dans tous les rapports, finalement, on montre quand même que ce sont finalement malgré tout beaucoup les financeurs de cette économie qui sont particulièrement visés. Et puis, quand on regarde un petit peu le discours ambiant, ou en tout cas le discours de ces banques, on a le sentiment que tout va bien et qu'il y a des actions qui sont faites. Est-ce que le greenwashing a finalement encore de beaux jours devant lui, notamment à partir de ces financeurs de l'économie ? Il en a de moins en moins, puisqu'on a quand même une communauté qui est très sensible sur ces sujets. Les événements récents, on a eu le cas d'HSBC en Angleterre avec des publicités qui ont été jugées trompeuses, qui mettaient l'accent sur les volontés d'investissement vers des activités plus durables, qui semblaient occulter en tout cas des financements aux énergies fossiles qui étaient toujours sur le bilan. BNP Paribas également en France a fait l'objet de discussions lors du Climate Finance Day, un peu en marge des présentations officielles, mais effectivement il y a un risque juridique qui commence à poindre et qui fait qu'effectivement après les ambitions qui ont été affichées par les banques, va venir le temps en fait de la mesure des actions qui répondent à ces ambitions. Voilà. Et donc le risque juridique, on a parlé du hush washing parce qu'on parle beaucoup du greenwashing, mais il y a le hush washing qui commence aussi à émerger, qui est en fait le cas où les institutions financières hésitent à donner trop d'informations sur leurs ambitions et leurs objectifs, de peur d'être ensuite rattrapés par effectivement l'opinion publique ou les investisseurs qui pourraient leur demander des comptes. Mais Reclaim Finance notamment a pointé Crédit Agricole, Société Générale, BPCE et beaucoup d'autres banques au-delà de la BNP. Est-ce que ça veut dire aussi qu'on doit peut-être les contraindre, alors peut-être d'ailleurs juridiquement, à financer, à d'avoir de moins en moins recours au financement d'activités qui ont recours aux énergies fossiles? Est-ce qu'il faut peut-être à un moment donné passer par une case un peu plus juridique que simplement, finalement, vous le parliez, de l'opinion publique, de cette pression de l'opinion publique? Alors, encore une fois, on parle de transition, donc ça veut dire qu'il faut que ces institutions financières aident les acteurs de tous les secteurs à aller vers des activités plus résilientes et moins émettrices. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas avoir, par exemple, de politique d'exclusion sectorielle. L'idée, et nous-mêmes, dans la façon dont on évalue les entreprises, pour chaque secteur, on fait un ordre de mérite des différents acteurs parce qu'il est possible d'avoir des actions en faveur de l'environnement dans un même secteur. Et l'idée, c'est vraiment que les banques jouent à plein leur rôle de conseil et accompagnent leurs clients dans cette transition. Il faut que ce soit une transition qui soit ordonnée et c'est tout l'intérêt, effectivement, d'avoir des gens qui comprennent ces sujets pour avoir un conseil judicieux auprès de leurs clients. On a parlé des banques, mais on n'a pas parlé des assureurs, parce que c'est aussi un sujet de préoccupation pour les assureurs, parce que financièrement, le climat et les aléas du dérèglement climatique pèsent aussi de plus en plus lourd chez les assureurs. Oui.
Alors, les assureurs, effectivement, sont plus concernés par ce qu'on appelle le risque physique, Oui. qui est en fait le risque d'un aléa climatique, donc inondation, sécheresse, vague de chaleur, etc., qui va venir impacter physiquement les actifs des clients qu'ils assurent. Effectivement, les assureurs sont également en première ligne. La difficulté qui est en train d'être traitée aujourd'hui, c'est qu'il faut vraiment raisonner en chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas qu'une usine soit inondée. En fait, c'est tout le système en amont, en aval qui va être bloqué. On l'a bien vu avec le Covid et les impacts qui se sont répercutés en chaîne quand la Chine n'a plus pu produire et en fait exporter certains des composants qu'elle fabriquait. Donc, on a le même sujet, c'est vraiment décortiquer toutes les chaînes de valeur et arriver à mesurer ce risque finement. Il y a des solutions qui existent aujourd'hui et qui sont en train d'être affinées pour justement mieux appréhender ce risque et faire en sorte qu'effectivement les assureurs puissent aussi avoir une mesure fine de ces risques. Un petit mot pour terminer, mais est-ce qu'il faut un cadre, on en parlait, mais un cadre législatif plus fort? On a pour l'instant l'article 29 de la loi énergie-climat. Est-ce que la mécanique qui consiste à penser plus de contraintes égale plus de résultats, est-ce que ça fonctionne véritablement? Historiquement, on va dire que le cadre réglementaire a beaucoup aidé à progresser sur un certain nombre de sujets. Si on prend le risque de crédit, les accords de Bâle 2 puis Bâle 3 ont quand même fait en sorte que les banques se dotent d'outils plus sophistiqués pour mesurer leur risque de crédit, leur risque de marché, etc. Je pense que pour le risque climatique, de manière générale, il faut aussi qu'on aille vers un cadre beaucoup plus homogène et robuste, de manière à vraiment réorienter les flux financiers vers les activités bas carbone. Les régulateurs ont un calendrier extrêmement dense, mais ça prend effectivement du temps. Dans leur rôle de supervision, ils font aussi des revues sur site et thématiques des banques et des institutions financières pour justement faire en sorte que non seulement la mesure du risque soit effectuée, mais également complètement intégrée dans les processus de décision interne, que ce soit pour l'octroi de financement et que la formation des équipes soit effectuée pour que les personnes dans les différentes équipes, que ce soit risque, chargé d'affaires, contact client, soient parfaitement au fait et jouent à plein, et encore une fois, leur rôle de levier pour réorienter les entreprises vers une activité plus résiliente. Vers une activité effectivement plus résiliente. Merci beaucoup Virginie Vauquier d'avoir été notre invitée. Je rappelle donc que vous êtes la directrice générale de Carbone 4 Finance dans Ecorama sur Boursorama. Merci à vous.